Alors bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons essayer de euh, montrer les étapes qu'on doit suivre pour définir les solutions de l'équation d'onde qu'on a établie la dernière fois. Alors je rappelle que l'équation d'onde, elle s'énonce comme suit. Donc on a le Laplacien de phi r de t moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps, de phi r de t égale à 0, avec phi joue ici le rôle du champ électrique ou du champ magnétique, les deux composantes de l'onde électromagnétique. Alors pour simplifier la démarche de mise en place de la solution, on va considérer une forme simplifiée de l'équation d'onde. Au lieu de travailler avec une onde qui se propage dans les trois directions de l'espace, on va essayer de limiter la propagation de l'onde à une seule direction de l'espace et on va considérer que cette direction est la direction des z. Voilà. Donc l'équation d'onde devient la dérivée seconde par rapport à z carré moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps de phi z de t égale à 0. Or là, ce qu'on a remarqué pour avoir une solution qui se propage, or la fonction phi z de t doit avoir la forme suivante. Il doit s'écrire comme étant une fonction f de la variable de l'espace z plus ou moins une constante c multipliée par le temps t. Alors si on a ce type de solution, ça veut dire que la solution qu'on va retrouver est une solution qui peut se propager dans l'espace. Par contre, si on n'a pas cette forme de la solution, ça veut dire que ce qu'on va trouver comme solution, c'est une perturbation, mais il ne peut pas se propager dans l'espace. Ce n'est pas une solution qui se propage. Alors nous, on s'intéresse principalement à la propagation, puisque la lumière, elle se propage dans l'espace, donc on doit chercher une solution propagative. Alors pour montrer que ce type de solution fz plus ou moins c de t est solution de l'équation d'onde, on va faire un petit changement de variable en posant z' égale z moins c fois t. Donc notre fonction phi z de t, elle est égale à phi z plus ou moins ct, qui est égal à phi z'. Et évaluons maintenant les dérivées spatiales et temporelles de la fonction phi z plus ou moins c de t. Commençons par la dérivée spatiale. Donc on va chercher à dériver f par rapport à z. Donc c'est la dérivée de f, la dérivée partielle de f par rapport à z' fois la dérivée partielle de z' par rapport à z. Et si on calcule la dérivée partielle de z' par rapport à z, on voit d'après la définition de z' qu'elle est égale à 1. Ça veut dire que la dérivée de f par rapport à z, elle est égale à la dérivée de f par rapport à z'. Donc ça, c'est un résultat direct qu'on obtient directement de la définition de z'. Alors la deuxième chose, on va essayer de dériver f par rapport au temps. Donc la dérivée partielle de f par rapport à t, elle est égale à la dérivée de f par rapport à z' fois la dérivée partielle de z' par rapport à t. Et là, si on essaie d'évaluer ce second terme, c'est-à-dire la dérivée partielle de z' par rapport à t, on voit bien, d'après la définition, qu'il est égal à plus ou moins c.
plus ou moins. Voilà. Donc la dérivée partielle de f par rapport à t est égale à plus ou moins la dérivée de f par rapport à z'. Alors maintenant, si on passe à l'évaluation de la dérivée seconde par rapport au temps, donc j'aurai la dérivée partielle par rapport au temps de la dérivée partielle de f par rapport au temps. Je remplace la dérivée partielle de f par rapport au temps par son expression plus ou moins c de... Alors c'est plus ou moins c de la dérivée partielle de f par rapport à z'. Donc, ce que je peux toujours écrire sous la forme suivante, c'est la dérivée partielle par rapport à z', de plus ou moins c, la dérivée de f par rapport à z', fois la dérivée de z' par rapport à t. Ce qui me mène au résultat final, c carré, la dérivée de f au carré par rapport à z' au carré. Donc ce qu'on obtient, c'est ça, la dérivée seconde de f par rapport à z carré, elle est égale à la dérivée seconde de f par rapport à z' carré, et la dérivée seconde de f par rapport au temps, elle est égale à c carré, la dérivée seconde de f par rapport à z' au carré. Si on rassemble les deux termes, ça veut dire ce terme avec ce terme par l'intermédiaire du paramètre 1 sur c carré de l'équation d'onde, on va trouver que la dérivée seconde de f par rapport à z carré moins 1 sur c carré, la dérivée de f par rapport à t carré, elle est égale à la dérivée seconde de f par rapport à z' au carré, moins 1 sur c carré fois c carré, de la dérivée seconde de f par rapport à z' au carré. Donc on simplifie les c carrés et on se retrouve avec cette expression qui s'annule. Ça veut dire que f de z plus ou moins c de t est une solution de l'équation d'onde. Voilà. Donc on a pu montrer que cette forme est une solution de l'équation d'onde. Et ce qu'on a développé ici pour la dimension z, on peut le refaire pour la dimension x ainsi que pour la dimension y. Ça veut dire qu'on peut généraliser et dire que la fonction qui s'écrit sous cette forme, f de r plus ou moins ct, est une solution de l'équation d'onde. Voilà. Alors pour comprendre le sens de cette solution abstraite, prenons le cas, prenons la création, l'instant de création de notre perturbation qui va se propager sous forme ondulatoire. Donc prenons l'instant t égale à 0. Alors à l'instant t égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a seulement le profil spatial de l'onde, ça veut dire la fonction f de r. Ça, c'est ce qu'on appelle le profil spatial de l'onde, ça veut dire la forme que va prendre l'onde dans l'espace, ou la forme que va prendre la perturbation dans l'espace. Alors pour illustrer ça, revenons à ce qu'on a pris le départ, ça veut dire considérons la propagation dans selon une seule direction de l'espace, ça veut dire la direction des z, et supposons qu'à l'instant t égale à 0, la forme du profil, c'est ça. Ce profil se forme d'une cloche. Ok, ça c'est le profil spatial de l'onde. Alors maintenant, lorsque le temps commence à s'écouler, ça veut dire devient supérieur à 0, qu'est-ce que j'aurai? Je vais voir quelle sera la forme de l'onde à l'instant t1. Alors ce que je vais, disons, remarquer, c'est que
la perturbation que j'ai créée à l'instant t égale à 0, il va commencer à se déplacer pour se positionner à l'instant t1 où j'observe l'onde. Et il aura toujours la même forme spatiale. Le temps s'écoule encore, je me déplace à t2 et j'aurai la même chose, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que le temps s'écoule, avec le taux d'écoulement qui est égal à c, le profil spatial de l'onde se déplace. Et c'est comme ça qu'on crée le phénomène ondulatoire. Alors la propagation de la perturbation s'effectue avec la vitesse c, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Donc revenons à notre solution. Alors la solution qu'on a adoptée, phi r de t doit s'écrire comme étant une fonction arbitraire f de la position spatiale r plus ou moins la constante c qui est la vitesse de propagation multipliée par la variable du temps. Donc c'est ce type de forme générale qui peut décrire le phénomène de propagation ondulatoire. Alors pour le signe plus ou moins, pour ce signe-là, donc disons qu'il traduit le caractère de propagation soit en avant, soit en arrière de l'onde. Donc soit lorsque le temps s'écoule, l'onde se déplace, la perturbation se déplace dans le sens positif, soit elle se déplace dans le sens négatif selon le signe qu'on va adopter. Donc on va adopter pour le signe moins le déplacement dans le sens d'écoulement positif d'il le temps, et pour le signe plus, c'est le déplacement dans le sens négatif de l'écoulement du temps. Alors maintenant, on doit passer du caractère abstrait de la fonction f vers le caractère concret. Alors, pour disons, présenter un caractère concret à la fonction f, donc on va adopter ce qu'on appelle les solutions harmoniques. Et pour justifier ce choix, alors les solutions harmoniques, d'abord ils s'écrivent sous la forme suivante. Donc phi r de t, c'est le profil spatial de l'onde phi r multiplié par l'exponentielle complexe de j oméga de t, avec oméga, c'est la fréquence angulaire de l'onde. Donc oméga s'écrit comme étant, oméga c'est, je ne sais pas ce qui se passe. Ça va pas marcher. Oméga c'est 2 pi mu, la fréquence. Voilà, ça c'est oméga. Alors n'oublions pas une chose, c'est que ici on utilise la représentation complexe de l'expression mathématique de l'onde. Il faut toujours prendre en compte que la vraie expression mathématique, c'est le réel de la représentation complexe. C'est le réel de ça. Okay? Ce qui nous mène à ça, phi de r cosinus de oméga de t, avec phi de r, c'est une fonction réelle. Maintenant, expliquons pourquoi on va, disons, adopter cette solution harmonique. Alors, pour comprendre ceci, faisons une petite démonstration. Alors, supposons qu'on a deux solutions élémentaires à notre équation d'onde. Voilà l'équation d'onde. Et voilà la première solution.
Ça, c'est la solution 1. Et ça, c'est la solution 2. Alors maintenant, si on crée une combinaison linéaire de ces deux solutions pour former une troisième solution, phi r de t, à partir de phi 1 de t, phi 1 r de t et phi 2 r de t, avec alpha 1 et alpha 2 sont des paramètres complexes constants. Donc, montrons que la solution obtenue par combinaison linéaire de phi 1 et phi 2 est aussi solution de l'équation d'onde. Alors pour ce faire, on va appliquer à notre solution résultante, ça veut dire le phi r de t, on va lui appliquer l'opérateur d'Alembert. Ça. Donc on va l'appliquer à phi r de t. On remplace phi r de t par son expression en fonction de phi 1 et phi 2 de t. Alors là, l'opérateur d'Alembert est un opérateur linéaire, donc on peut l'appliquer sur phi 1 r de t et sur phi 2 r de t d'une manière indépendante. Et puisque phi 1 r de t et phi 2 r de t par supposition sont toutes les deux solutions de l'équation d'onde, ça veut dire que le résultat de l'application de l'opérateur d'Alembert sur ces deux solutions particulières est égal à 0, ce qui mène à ce que l'application de l'opérateur d'Alembert sur la solution résultante phi r de t, elle est aussi nulle. Donc ça veut dire que phi r de t est solution aussi de l'équation d'onde. Alors ce qu'on a montré ici, c'est seulement pour une combinaison utilisant deux solutions particulières. Alors maintenant, supposons qu'on a n solutions particulières qu'on peut composer par combinaison linéaire pour former la solution